C'est toujours pour moi un plaisir de vous retrouver pour la grande édition du journal en langue française. Merci pour votre fidélité. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Cérémonie de prestation de serment devant le président de la République, Paul Kagame, du nouveau ministre de l'Éducation. Son nom, Nsengimana Joseph. Dans son monde des circonstances, le chef de l'État rwandais a indiqué que l'éducation est l'un des piliers importants dans le développement du pays. Il a expliqué que le Rwanda avait la mission de préparer les futures générations à assumer leurs responsabilités, aussi bien au niveau national qu'international. Le président Paul Kagame a aussi déclaré que le secteur éducatif a fait de progrès remarquables, mais que le chemin était encore long pour atteindre tous les objectifs. Le ministre de l'Éducation, Joseph Nsengimana, était auparavant directeur de la fondation Mastercard, chargée de promouvoir l'éducation grâce à la technologie. Avant de travailler chez Mastercard, il a travaillé pour la société technologique américaine Intel Corporation. Et puis, en actualité, au niveau du Rwanda et à l'international, l'ambassade de Chine au Rwanda a célébré jeudi soir le 75e anniversaire de la création de la République populaire de Chine. Le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Olivier Nduhungirehe, qui a participé à cette cérémonie, a notamment salué l'excellence de la coopération existante entre le Rwanda et la Chine. Je vous invite à l'écouter. Rwanda views China as an important and reliable partner. Le Rwanda considère la Chine comme un partenaire important et fiable qui a contribué de manière significative à notre développement socio-économique. Cette collaboration a eu un impact particulièrement dans des secteurs prioritaires tels que les infrastructures, la santé, l'énergie et l'éducation, conformément à notre vision de croissance et de prospérité mutuelle. La Chine est l'un des principaux partenaires commerciaux du Rwanda avec des investissements dépassant 1,2 milliard de dollars américains. Nous apprécions et reconnaissons grandement les contributions significatives de la Chine dans des secteurs clés, notamment l'industrie manufacturière et la construction, qui ont joué un rôle essentiel dans le soutien à la croissance et au développement économique du Rwanda. Le Rwanda a participé activement au forum récemment conclu sur la coopération sino-africaine. Au cours de ce sommet, le Rwanda et la Chine ont tenu des entretiens bilatéraux au plus haut niveau et ont annoncé l'élévation de leurs relations bilatérales au rang de partenariat stratégique global. Cela marque l'approfondissement de notre collaboration à l'avenir. Certains des utilisateurs des réseaux sociaux indiquent que malgré l'aide qu'ils leur apportent, ils commencent à perdre leur crédibilité suite à leur mauvais usage de la part de certaines personnes mal intentionnées. C'est à ce propos que l'Office national d'investigation, RIB en sigle, exhorte ces utilisateurs des réseaux sociaux à commencer d'abord à connaître la loi qui les régit parce que leur usage qui cause dommage à autrui est sanctionné. Les explications avec Kassim Issouf. Plus la technologie progresse, plus les réseaux sociaux prennent de l'ampleur et ils sont devenus un outil essentiel dans la vie sociale des gens, leur permettant de partager des informations et des opinions et servent aussi de voie pour nouer des contacts. Certains de ceux qui les utilisent indiquent qu'ils apprécient l'aide qu'ils leur apportent et leurs bienfaits en général, mais qu'ils ne maîtrisent pas leur fonctionnement, ce qui fait qu'ils se trouvent parfois en train de commettre des crimes. On voit qu'on ne connaît pas la législation qui régit les réseaux sociaux et on ne fait que suivre moutonnement la tendance, chacun s'exprimant comme il veut. Il devrait y avoir les grandes lignes à suivre et qu'il y ait une sensibilisation pour que les gens puissent connaître les instructions qui sont là. Par exemple, les diffamations faites pour attirer l'attention des gens et on se demande alors s'il y a des mesures pour servir de garde-fou à tout dérapage.
Mutesi est l'une des utilisateurs des réseaux sociaux. Elle trouve que si tout le monde a le droit de s'exprimer librement sur les réseaux sociaux et de créer des comptes, il y a ceux qui s'en servent de façon inappropriée et détruisent ainsi la société rwandaise. Mbona bibangamye, mbona ari ikintu nakita se nk'iki nka danger. Je trouve que c'est moche, quelque chose de dangereux qui clignote en rouge dans notre société suite à cette attitude de dire que tout le monde est autorisé à se réveiller le matin en ayant rêvé de créer une chaîne YouTube et le fait et que personne ne vienne lui demander s'il a telle ou telle chose. En fait, nous nous sommes retrouvés propulsés dans la technologie sans avoir été préparés sur son utilisation avec ses bienfaits, mais également ses vices. Mihigo Emmanuel est psychologue. Il indique que parmi les utilisateurs des réseaux sociaux, il y a ceux qui partagent leur vie personnelle, mais qu'ils devraient aussi réfléchir sur les conséquences qui pourraient surgir dans l'avenir. Pour avoir des gens qui les suivent, on ne pense pas aux conséquences qui pourraient survenir sur ce qu'on a dit de la vie personnelle. Et c'est pourquoi on devrait prendre du temps avant de parler des choses sensibles qui concernent la vie personnelle. Le porte-parole de l'Office rwandais d'investigation, le docteur Murangira Thierry, indique que les utilisateurs des réseaux sociaux devraient connaître la législation qui les régit parce qu'elle existe. En fait, on ne devrait pas entrer sur un terrain de jeu sans connaître les règles qui le régissent. Celui qui utilise de manière inappropriée les réseaux sociaux, cela dépend de ce qu'il a fait. S'il s'agit de la propagation des rumeurs, la loi qui les sanctionne existe. S'il s'agit de l'usurpation de l'identité d'autrui, de la propagation des actes illicites, des discours de haine ou la propagation de l'idéologie de génocide, s'il s'agit de discours divisionnistes, à tout cela, il y a des lois et les sanctions sont différentes, même la réclusion. Le porte-parole de l'Office rwandais d'investigation RIB d'ajouter que quiconque se sert des réseaux sociaux devrait être attentif pour tout ce qu'il cherche à y publier. Les utilisateurs des réseaux sociaux se multiplient du fait surtout qu'ils sont actuellement générateurs de revenus. Ce lundi 7 octobre 2024 débutera le procès du franco-camerounais Charles Onana et des éditions Touka. Ces procès fait suite à une plainte pour contestation de crimes contre l'humanité déposée par plusieurs associations en France. Pour en savoir un peu plus, notre collègue Jean-Damascène Manichimwe a rejoint Maître Richard Gisagala, qui représentera donc la communauté rwandaise de France, constituée partie civile dans ce procès. Il commence par donner des précisions sur le déroulement de ce procès. Suivez. En fait, l'audience aura lieu non pas seulement le 7, comme c'est indiqué, en fait, c'est un procès qui se déroulera sur 4 jours. Oui. C'est le 7, le 8, le 10 et le 11 octobre 2024, devant la 17e chambre de Paris, qui est la chambre spécialisée en matière de droit de la presse. Donc ce n'est pas la cour d'assises comme on en avait l'habitude? Non, ce n'est pas la cour d'assises parce que en fait, cette procédure c'est une procédure spécifique. La cour d'assises juge seulement les crimes. Les crimes, en fait, ce sont des infractions pour lesquelles, dont les auteurs risquent la peine supérieure à au moins égale à 10 ans d'emprisonnement. Oui. Mais là, nous sommes en matière de droit de la presse, et le droit de la presse est une procédure très très particulière en France, qui est régie par une loi qui a plusieurs siècles. C'est une loi qui date de 1891, et pour rappel, cette loi réprimer la contestation des crimes contre l'humanité, mais pas de génocide contre le Tutsi. Le génocide contre le Tutsi n'était pas inclus. Et donc, il a fallu faire une action. C'est une action qui a été faite par la communauté rwandaise de France, qui a permis, en 2017, d'ajouter la contestation du crime, d'ajouter parmi les crimes dont la contestation est punie, et le génocide commis contre le Tutsi. Donc,
Désormais, c'est l'article 24 bis qui a été rajouté grâce à l'action de la communauté rwandaise de France. Oui. Cette loi punit également la contestation du crime de génocide commis contre les Tutsis. Oui. Et alors, maître, à quand remontent les crimes pour lesquels il sera poursuivi? Alors, il est poursuivi pour contestation du génocide. Sont des faits qui ont été commis en fait dans le cadre des livres qu'il a écrits en 2019. C'est un livre qui a été publié le 28 octobre 2019 qui s'intitule Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise. Oui. Il est poursuivi aux côtés de son éditeur, donc l'éditeur dont c'est un monsieur qui s'appelle Damien Siriex, qui est le directeur de publication, Oui. donc des éditions du Toucan, puisqu'en France, en fait, en droit de la presse, si vous êtes poursuivi, non seulement on poursuit l'auteur, mais on poursuit également le directeur d'édition. Donc, ils sont deux à être poursuivis pour ces faits-là. Et les propos qui sont visés visent à contester le génocide commis contre le Tutsi, ce qui est le thème central de tous les travaux publiés par Charles Onana. Oui. Parce que Charles Onana s'est fait une spécialité de contester le génocide commis contre le Tutsi. En fait, son action, son œuvre, sans contestation, s'articule, si je peux résumer, autour de trois axes. Oui. En fait, le premier axe, c'est de dire que le crash de l'avion de Abiyarimana du 6 avril a été commis par le FPR. Pour lui, c'est un plan qui était ourdi par le FPR, donc c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est de dire que au Rwanda, il n'y a pas eu de génocide, Oui. parce que pour lui, en fait, utiliser le mot génocide en ce qui concerne les crimes qui ont visé les Tutsis est un abus. Pour Oui. lui, le terme génocide doit être réservé uniquement aux crimes commis contre la population juive de la Shoah, et que donc pour lui, il n'y a pas eu de planification de génocide, et donc on ne peut pas parler de génocide en ce qui concerne les massacres donc qui ont visé spécifiquement les Tutsis. Donc pour lui, il n'y a pas eu de génocide. Et en dernier lieu, lui, en fait, il met tout sur le compte du FPR. Il dit que tout ce qui s'est passé au Rwanda, c'était un plan qui visait à envahir le Congo. Donc, pour lui, c'est vraiment ce thèse-là, c'est une thèse qui est récurrente dans toute son œuvre. Voilà, toute son œuvre, en fait, voilà, toute son œuvre, dans ses propos, dans les interventions publiques qu'il fait. Le livre qui est visé était le 7e, mais depuis, il en a publié 3 autres, toujours sur cette thèse-là de réfutation ou de négation du génocide commis contre les Tutsis. C'est pour ça que je considère que c'est un procès vraiment très, très important. C'est le deuxième qui va se tenir pour application de cette loi 24 bis, donc qui réprime la contestation du génocide commis contre les Tutsis. Et pour ma part, sincèrement, c'est un cas d'école. Si cette personne n'est pas condamnée par cette loi, sincèrement, je me posais la question de savoir à quoi elle sert. Oui. Vous pensez qu'un tel procès donne aussi un message à tous les négationnistes qui continuent de propager malheureusement leurs idées ici et là sur le continent européen surtout? Oui, pour moi, ça va être vraiment un message très fort. C'est pour ça que nous mettons tout notre poids, nous mettons toutes nos forces pour que la loi soit appliquée à l'encontre de cette personne, puisque lui, en fait, il fait partie de ces négationnistes qui se cache sous le couvert de recherche scientifique. Oui. Donc lui, il se considère comme un scientifique, il se considère comme un chercheur, comme quelqu'un d'intellectuel et qui fait des recherches, et que pour lui, il démontre en fait, selon des pseudo-recherches scientifiques, et il entend démontrer qu'il n'y a pas eu de génocide. Donc c'est vraiment le négationnisme typique, le négationnisme pseudo-intellectuel, et ce procès-là va vraiment être scruté par tout le monde. Pour moi, ce sera un message qui va être envoyé à tous les négationnistes pour leur dire qu'il n'y a pas de possibilité, même on ne peut même pas se cacher sous le pseudo-recherche scientifique pour nier le génocide commis contre les Tutsis. Pour moi, c'est un procès très important qui va envoyer un message très fort. Et c'est pour ça que nous y mettons toutes nos forces pour que la loi passe, pour que voilà, il soit appliqué à cette personne. Parce que pour moi, s'il n'est pas appliqué contre cette personne, je me posais la question de savoir à quoi elle sert, cette loi.
Oui, et nous savons que ce procès va se tenir aussi en même temps à la cour d'assises. Il y aura un autre procès pour un Rwandais pour génocide. Ah, ça, malheureusement, c'est le hasard du calendrier qui est très regrettable pour nous parce que nous sommes obligés, notamment en tout ce qui concerne la communauté rwandaise de France, nous sommes obligés de nous partager en fait en deux, puisqu'il y aura en même temps, effectivement, comme vous venez de l'évoquer, le procès du docteur Rwamukyo. Et lui, ce procès-là se déroulera du 1er jusqu'au fin octobre. Mais ces 4 jours, effectivement, nous aurons amené à 2 batailles de front, malheureusement. Mais bon, voilà, c'est regrettable, mais on va devoir y arriver. Oui. Maître Chayi Sagara, merci beaucoup pour ces explications. C'est moi qui vous remercie. Nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio pour évoquer notamment cette comparution bientôt du franco-camerounais Charles Onana et des éditions Touka pour contestation des crimes contre l'humanité déposés par plusieurs associations de France pour qu'il soit notamment entendu sur ces propos. Nous avons le plaisir de recevoir Rurangwa Jean-Marie Vianney, qui est écrivain dramaturge. Avant d'évoquer le sujet pour lequel nous vous avons invité, nous voulons connaître votre sentiment de voir Charles Onana, qui sera donc devant le juge le 7 octobre prochain pour contestation des crimes contre l'humanité. Oui, évidemment, mon sentiment, je suis heureux. C'est avec joie que j'ai appris ça. Parce que Charles Onana est l'un des négationnistes, révisionnistes du génocide des Tutsis. Et il a en Europe des plateformes, beaucoup de plateformes où il expose justement ces théories négationnistes à travers ses livres, à travers ses entretiens qu'il a avec des journalistes. Donc pour moi, c'est un plaisir de voir que quand même les génocides, plutôt les tenants des courants négationnistes et révisionnistes commencent à être traduits en justice parce que ça va peut-être donner une leçon à d'autres, parce qu'il n'est pas le seul, en Occident à nier ou à relativiser le génocide des Tutsis du Rwanda. Donc, il y a d'autres, par exemple, qui utilisent maintenant pas seulement des livres, mais aussi de leurs émissions sur YouTube. Bon, il y en a beaucoup. Donc, je pense que c'est une leçon pour eux. Et j'espère qu'ils seront, à leur tour, traduits un jour en justice. Oui, donc pour revenir au sujet du jour, ce mois est dédié aux livres. Et oui. Vous êtes connu comme étant un éminent écrivain, dramaturge. Un écrivain, ça suffit. Oui, donc je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes d'origine rwandaise, de nationalité actuelle canadienne, et que vous avez écrit énormément. Canadien d'origine rwandaise. Voilà. Donc vous avez écrit énormément sur le Rwanda, votre pays. Vous avez écrit sur l'exil que vous avez vécu. Vous avez écrit sur l'histoire du pays et le développement actuel. Peut-on connaître l'objectif que vous poursuivez? Non, évidemment, vous savez, il n'y a pas longtemps, les Rwandais n'écrivaient pas. L'histoire du Rwanda, tous les problèmes, toute la thématique sociopolitique du Rwanda était plutôt exprimée et écrite par les Occidentaux. Mais à partir du projet Rwanda écrire par devoir de mémoire en 1998-2000, lancé par l'écrivain tchadien Nokije Danom, il y a eu beaucoup de langues qui se sont déliées. Beaucoup de Rwandais ont eu le courage, ont eu l'audace même, je dirais, d'écrire sur leur histoire, notamment sur le génocide des Tutsis du Rwanda, qui était écrite par les Occidentaux et qui était, je dirais, écrite selon leurs intérêts. Et donc maintenant, il y a beaucoup de Rwandais qui écrivent et je suis heureux vraiment de voir qu'il y a beaucoup, ça ne compte pas le millier maintenant, des livres qui ont été écrits par des Rwandais.
que ce soit sur le drame qui a endeuillé le Rwanda en 1994, je veux dire le génocide des Tutsis, mais aussi sur la résilience. Donc, notre objectif quand on écrit, évidemment, c'est de faire connaître ce qui s'est passé, mais c'est aussi une façon de prévenir, parce que quand on écrit sur le génocide, c'est pour prévenir aussi. C'est vrai, on rappelle ce qui s'est passé pour que les gens en aient en horreur, pour que le plus jamais ça ne soit pas un slogan vide de sens, mais aussi pour prévenir, pour qu'il n'y ait plus de génocide, ni ici, ni ailleurs. Voilà, c'est ça, faire connaître. Donc, on écrit pour faire connaître, pour informer le monde, parce qu'il y a beaucoup de gens, contrairement à ce qu'on peut imaginer, il y a beaucoup de gens qui ignorent, parce que c'est lointain. Pour eux, c'est loin, 94, c'est loin. Donc, il y a d'autres sujets plus intéressants, selon eux. Donc, il y en a qui oublient, il y en a qui ne savent pas, il y en a qui méconnaissent, il y en a qui savent très peu. Donc, quand on écrit, on informe. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai eu l'occasion de présenter mes livres en Occident, un peu partout en Europe ou en Amérique. Donc, j'ai eu l'occasion de voir que, évidemment, les gens apprenaient. C'est comme si c'était nouveau, le génocide des Tutsis du Rwanda. Donc, ils apprennent, on informe, on rappelle, on commémore, on rend hommage à nos victimes, aux victimes du génocide, je veux dire, et puis on prévient contre un nouveau génocide. Donc, c'est, voilà. Vous l'avez évoqué, il y a cet aspect que beaucoup d'étrangers ont commencé à écrire, et progressivement, les Rwandais on peut dire, se sont appropriés leur propre histoire à travers l'écriture. Oui. Et vous, en tant qu'écrivain, comment appréciez-vous cette appropriation de leur propre histoire? Parce que nous écrivons ce que nous savons. Et je pense que nous savons mieux que ceux qui l'écrivent de loin. Quand on a vécu, par exemple, son histoire, l'histoire du génocide, quand on a vécu le génocide, ou quand on s'est intéressé. Je ne veux pas dire que les étrangers ne peuvent pas écrire sur le génocide, non. Mais il y en a qui écrivent sans vraiment s'être donné la peine de s'informer suffisamment ou d'écrire suivant leurs intérêts. Donc, ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est que les Rwandais écrivent leur histoire, ils assument cette histoire tragique du génocide et ils la font connaître à travers le monde entier. Donc, c'est bon parce qu'avant, on pensait que les Rwandais ne pouvaient pas écrire. Et je me demandais pourquoi nous ne pouvons pas écrire. Ces langues dans lesquelles ils écrivent, nous les connaissons aussi. Donc, je ne vois pas pourquoi un Français ou un Belge peut écrire un livre en français. Et moi, j'ai appris le français, pourquoi je ne peux pas l'écrire? Parce que je connais mieux l'histoire peut-être que lui. Voilà, donc il y a en ce mois de livres, on peut s'interroger sur l'importance de l'écriture dans le développement actuel. Parlons du cas du Rwanda. Ouais. Quelle est l'importance justement du livre? Bon, vous savez, depuis qu'on est sorti de la civilisation de l'oralité, c'est-à-dire de l'époque où les connaissances se transmettaient de bouche à oreille, que maintenant c'est à travers l'écriture, à travers l'audiovisuel qu'on peut connaître, qu'on peut acquérir des connaissances. Donc, écrire, c'est capital. Donc, les Rwandais maintenant apprennent à travers les livres. Ils apprennent leur histoire, ils la connaissent, ils l'assument même si elle est tragique parfois. Et ils font tout, donc ils s'approprient cette histoire pour prévenir. Donc ils connaissent d'abord ce qui s'est passé pour que ça ne se répète plus. Vous savez ce que disait l'écrivain ou le penseur hispano-américain Jorge Santayana. Il disait « Celui qui oublie le passé est condamné à le répéter ». Un autre disait, c'est un sociologue britannique, Anthony Giddens, le passé est le miroir à travers lequel doit regarder le sociologue pour comprendre le présent. Donc, c'est en connaissant le passé qu'on comprend le présent et qu'on peut justement orienter, c'est pas moi l'avenir, on peut se projeter dans l'avenir. Donc, c'est bon d'écrire et ça aide. Et ça aide, on informe, donc les jeunes générations apprennent, et puis ils font tout pour que justement ce qu'ils apprennent leur serve pour la construction d'un avenir meilleur de leur pays.
Oui. La jeunesse actuelle, vous le savez très bien, est beaucoup plus portée sur le numérique. Oui. Et trouve que la lecture ou l'écriture dans les livres fait assez vieux jeu. Que dites-vous à ces jeunes? Et quels conseils donnez-vous aussi aux autorités du pays par rapport à la transmission de notre histoire à travers les livres? Je trouve que même s'il y a le numérique, l'écriture, donc sur imprimé, donc les livres, ça reste toujours capital. Heureusement d'ailleurs que même ces livres sont maintenant sous forme numérique. C'est-à-dire celui qui n'a pas l'habitude de lire le livre en papier, il peut le lire numérique. Mais je pense qu'il faut que les autorités, surtout dans le domaine de l'éducation, encouragent les jeunes à lire, parce que c'est en lisant on apprend tout. Non seulement on apprend le vocabulaire, on apprend l'information qui est donnée, qui est transmise, on apprend l'orthographe, donc à savoir bien écrire la langue dans laquelle est écrit le contenu du livre. Donc le ministère de l'Éducation, évidemment, devrait, et je pense qu'il le fait, devrait encourager les jeunes à reprendre le goût de la lecture, parce que dans le temps, on lisait, et les professeurs inciter, exhorter leurs élèves à lire, à faire des exposés, par exemple, à la fin de la lecture. Et cela, donc, ça les forme, ça donne le goût à la lecture. Donc, et puis, vous savez très bien que le Rwanda, ça fait déjà 30 ans que le Rwanda a traversé cette histoire tragique du génocide perpétré contre les Tutsis. Il y a des jeunes qui sont nés en 1994 ou après, ça fait déjà plus de 30 ans, ça fait déjà très vieux pour eux. Mais cette histoire est récente pour le pays. C'est ça. Quelle est votre contribution en tant qu'écrivain pour que cette histoire reste vraiment le miroir de notre passé pour nous projeter dans l'avenir? Voilà, justement, je saisis de l'occasion pour montrer l'importance du livre. Justement dans l'apprentissage, dans la connaissance de l'histoire du pays. Dernièrement, quand j'étais à Varsovie ou à Poznań, c'est notre ville de Pologne, j'ai eu l'occasion de présenter le livre « Le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda expliqué à ses enfants ». Et je parlais aux gens justement qui sont nés après le génocide. Et je voyais que ce que je racontais, c'était quelque chose de nouveau pour eux. Donc, ils ont dit ce livre est pour nous important parce que ça nous apprend. Et comme ça, on va nous aussi avoir des éléments qui nous aideront à expliquer à nos amis polonais, ou belges, ou français, l'histoire du génocide. Parce qu'évidemment, 30 ans, c'est beaucoup. C'est peu, mais c'est beaucoup aussi. Donc, s'ils ne lisent pas, s'ils ne s'informent pas, évidemment, ils n'auront pas ils n'auront pas quoi dire devant les négationnistes, par exemple, ou devant les révisionnistes, ou devant ceux qui sont curieux de savoir justement ce qui s'est passé en 1914. Donc le livre a toujours sa place dans la connaissance de l'histoire. Et oui, c'est vrai que le livre a donc la place dans notre société, dans la société mondiale. Nous vous remercions, M. Rurangwa Jean-Marie Vianney, d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir intervenu dans ce mois dédié au livre et d'avoir évoqué l'importance de l'écriture dans le développement national du Rwanda. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes donc écrivain, dramaturge. C'est avec vous donc que nous allons boucler complètement cette grande édition du journal en langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce journal, je vous souhaite de passer un excellent week-end à notre compagnie.